Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les faits marquants. Validation de 2 rapports périodiques sur les droits des enfants, c'est au ministère de la Justice ce matin. Et à l'étranger, collision entre un bâtiment de guerre américain et un Tucker, 10 marins américains sont portés disparus au site de l'info. Passons au développement de ces nouvelles. Le ministère de la Justice, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce matin un atelier de validation de 2 rapports périodiques portant sur la protection des droits des enfants. Cet atelier s'est tenu à l'hôtel des Acacias. Les 2 rapports seront transmis aux organes concernés de suivi du respect de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dont notre pays est signataire. Cet atelier a été présidé par le ministre de la Justice, chargé des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, M. Moumen Ahmed Cher. Il a vu la participation de la représentante par intérim de l'UNICEF à Djibouti, du président de la Commission nationale des droits de l'homme, des cadres supérieurs du département de la justice, des représentants des ONG et organismes partenaires du gouvernement, ainsi que les responsables du centre pénitentiaire de Gabod. Rappelons que Djibouti a été l'un des derniers pays à paraffer dès 1990 la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. La Convention des droits de l'enfant est un instrument qui garantit aux enfants presque tous leurs droits. La protection et le bien-être de l'enfant est au cœur des actions gouvernementales. En témoigne la panoplie de mesures administratives et autres adoptent en leur faveur. Écoutons le discours prononcé par la représentante de l'UNICEF par intérim. Défi par rapport à sa mise en œuvre et d'apprécier dans les détails le suivi des recommandations qui ont été émises lors de la dernière soumission du rapport. À titre d'illustration, Djibouti a réussi à réduire de moitié la mortalité des enfants de moins de 5 ans au cours de la dernière décennie, grâce à des interventions compréhensives de santé, de nutrition, d'eau, hygiène et assainissement. La mortalité maternelle a également enregistré une diminution importante. Dans le secteur de l'éducation, le nombre d'enfants inscrits au cycle primaire a enregistré une hausse significative. Un certain nombre de réformes du cadre légal dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la protection ont été engagées par le pays afin d'offrir à chaque enfant un environnement plus favorable à son épanouissement et à la réalisation de ses droits. Et de son côté, le ministre de la Justice a rappelé que l'enfant a droit à la santé, à l'éducation et à un environnement sain. Écoutons les propos du ministre. La Convention des droits de l'enfant, qui est l'instrument le plus important en termes de ratification, garantit à l'enfant presque tous les droits dont il a besoin pour s'épanouir, vivre et grandir dignement. L'enfant doit bénéficier du premier droit qui est le droit à une identité, le droit d'être enregistré à la naissance. Ce droit est reconnu par notre législateur et oblige les parents à enregistrer leur nouveau-né pour obtenir l'acte de naissance dans les 30 jours. L'enfant a droit à la santé, à une éducation de qualité et à un environnement sain. Des domaines prioritaires dans lesquels le gouvernement a énormément investi avec la construction d'écoles, d'hôpitaux à travers tout le pays, y compris dans les zones les plus reculées. Ce qui a permis, entre autres, de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la santé des enfants. Une protection adéquate est indispensable quand l'enfant est confronté à la justice, qu'il soit victime ou auteur d'infraction. Cette protection, qui était embryonnaire, a été réformée en 2010 avec l'adoption d'une loi qui a institué des juridictions pour mineurs. Pour compléter cette réforme, un code de protection
protection juridique de l'enfant novateur a été promulgué. Il respecte l'équilibre qui prévaut dans notre société. Le législateur s'est inspiré de nos coutumes avec l'introduction d'un système de médiation dans la procédure pénale et de la Convention internationale sur le droit de l'enfant avec comme règle essentielle l'emprisonnement des mineurs doit être le dernier ressort. Dans l'actualité également, il y a l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD qui a lancé ce matin un atelier sur le relevé et la mise en place de statistiques fiables en matière de tourisme pour les pays de la sous-région. Cette réunion a vu la participation de M. Ali Daoud Abdou, secrétaire général du ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, M. El Sadir Abdallah, directeur de la coopération économique du l'IGAD, et de Mme Deya Bragante, la représentante de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. L'atelier a également regroupé les parties prenantes du tourisme dans les agences de voyage et les représentants de certaines compagnies aériennes. C'est la deuxième réunion régionale en matière du tourisme qui se tient depuis le lancement du plan directeur du tourisme durable que l'IGAD compte réaliser au cours de la décade 2013-2023. L'objectif de cette réunion est de faire progresser l'agenda du programme de l'IGAD, en particulier d'examiner du statut de mise en œuvre en vue d'identifier les principaux jalons, les principaux défis et de recommander la voie à suivre pour s'assurer que les objectifs sont atteints. La réunion constitue une plateforme par laquelle les États membres et les principaux acteurs du tourisme échangent des idées et partagent les leçons des meilleures pratiques. Dans leurs interventions, M. El Sadir Abdallah, directeur de la coopération économique de l'IGAD, et Mme Deya Bragante, la représentante de la Commission économique pour l'Afrique, se sont réjouis de la tenue de cet atelier qui sert d'opportunité pour asseoir les programmes émergents de développement mondial et continental comme l'agenda 2030 pour le développement durable. M. El Sadir a ensuite indiqué que l'industrie touristique est un des domaines prioritaires qui a besoin d'une grande collaboration. On les écoute. I'm confident that this meeting will give us a unique opportunity to take stock of what has been happening in the region and in member states since the launch of the Sustainable Tourism Master Plan by His Excellency the President of Kenya, Mr. Uhuru Kenyatta, in 2013. It will also provide an opportunity to exchange experiences and good. Et profitons de cette rencontre. Le secrétaire général du ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, M. Ali Daoud Abdou, a souhaité le bienvenu aux participants de cet atelier sur le renforcement des données statistiques en matière du tourisme. Il n'a pas manqué de remercier les hauts responsables des pays membres de l'IGAD et les experts de la Commission économique pour l'Afrique pour leur contribution. Voici un extrait de l'intervention du secrétaire général. Cet atelier, mesdames et messieurs, organisé par le secrétariat exécutif de l'IGAD et avec l'appui et l'expertise de la Commission économique de l'Afrique, constituera sans nul doute une réelle opportunité pour renforcer les capacités de notre pays, membre de l'IGAD, sur les procédures et l'élaboration des méthodologies nécessaires sur les systèmes statistiques et les comptes satellites de tourisme de nos pays de la région de l'IGAD. Cela permettra une meilleure harmonisation de nos procédures respectives dans le domaine statistique afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre des schémas directeurs régionaux de développement du tourisme durable au sein de notre région. En effet, permettez-moi de rappeler, mesdames et messieurs, que le document cadre de la stratégie régionale de l'IGAD sur le tourisme durable, lancé en 2013, est d'une importance capitale pour le développement socio-économique de nos pays respectifs, mais également pour un meilleur processus d'intégration régionale.
Et cet incendie à Djebel aux premières heures de la journée, vers 8h30 ce matin. Un incendie s'est déclaré dans une des habitations du quartier de Djemel Ambouli. Le feu a touché 7 maisons. Les sapeurs-pompiers sont très vite arrivés sur les lieux pour circonscrire le feu. Ils ont mené une lutte implacable contre le feu, et ce malgré le vent fort du Khamsin qui souffle en cette période de la nuit. Ils sont parvenus à maîtriser le sinistre qui a toutefois touché 7 demeures, la plupart étant construites en bois. De leur côté, les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, ont bouclé le secteur concerné. Les habitants des maisons incendiées nous ont fourni les premières explications sur le départ du feu et comment ils ont entrepris à sauver ce qui peut l'être. Donc écoutons-les en arabe et en somali. Le colonel Mohamed Moussa, directeur de la protection civile, a souligné pour sa part qu'une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances du feu. Le colonel a précisé que les sapeurs-pompiers ont été une nouvelle fois à la hauteur de leur mission en dépit de l'étroitesse des ruelles et des difficultés rencontrées pour maîtriser le feu. Le colonel Mohamed Moussa a profité de cette occasion pour demander aux Djiboutiens d'être vigilants et de ne pas laisser le feu sans surveillance. Également dans l'actualité, l'UNIFD continue son programme de sensibilisation sur le droit des enfants. Hier soir, c'était au tour de la population du quartier d'Al-Hiba de recevoir la délégation du comité de gestion communautaire d'Al-Hiba, de sensibiliser la population de ce quartier sur les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant préfigurent les droits de l'homme. Et bien, cette réunion de sensibilisation a vu la participation de plusieurs femmes du quartier, des jeunes et des moins jeunes issus tous de ce même quartier. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ce genre de sensibilisation améliore la compréhension sur les droits fondamentaux de l'enfant. Les participants ont évoqué l'utilité de cet atelier pour promouvoir les droits humains. Saisie de 4 de contrebande introduits à Dikil, la brigade des douanes du Dikil dirigée par M. Moussa Omar a intercepté hier du 4 de contrebande. La lutte contre la contrebande dans les régions du Sud n'a pas de répit. En collaboration avec la gendarmerie du Dikil, les brigadiers de la douane du Dikil ont intercepté hier matin un moulot d'une importante quantité de quêtes en provenance d'Éthiopie à proximité du forage de Moloud. 15 colis de 50 kg chacun, soit plus de 750 kg, ont été interceptés. Le 4 a été transporté à dos d'homme par des coureurs qui ont été arrêtés. La saisie du contrebande de 4 a été effectuée sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil, Moussa Omar Moussa, en collaboration avec la gendarmerie. Et après la saisie, il a été procédé à la destruction du 4 au lieu dit Balambale, toujours dans la région de Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et de la gendarmerie de Dikil pour leur collaboration à la lutte contre la contrebande. Et une page nécrologie pour refermer l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Madame Hasna Youssouf Gona, survenue hier à Djibouti. La défunte était née à As'ela le 1er janvier 1922, était la mère de M. Mohamed Moussa Ibrahim Balala, ex-ministre de l'Habitat. Elle laisse ainsi derrière elle une nombreuse famille, dont 5 enfants, 2 fils et 3 filles, ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. En cette circonstance douloureuse, nous adressons nos sincères condoléances à la famille de la défunte et notamment à l'ancien ministre de l'Habitat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et passons à l'actualité hors de nos frontières. L'Irak et le Liban bataillent contre l'État islamique. D'imposants convois de troupes irakiennes encerclaient et bombardaient dimanche Tel Afar, l'un des derniers bastions du groupe État islamique dans le pays. Au premier jour d'une offensive qui fait redouter un exode déplacé, des obus du mortier s'abattaient des deux côtés de la ligne de front et des colonnes de fumée s'élevaient de Tel Afar, à mi-chemin entre la Syrie en guerre et Mossoul, deuxième ville d'Irak, reprise à l'État islamique en début juillet. De son côté, l'armée libanaise a annoncé avoir repris au groupe djihadiste
2 tiers du territoire qu'il contrôlait à la frontière est du pays avec la Syrie à la faveur d'une offensive. Elle a lancé ses opérations hier dans la région de Jurud Ras et de Jurud Alka et reconquis 2 tiers du territoire contrôlé par l'État islamique, soit 4 à 20 km², a indiqué une source au sein de l'armée. Selon l'armée, quelques 600 combattants de l'État islamique étaient présents dans la région frontalière et contrôlaient une zone estimée à 120 km² avant le début de l'opération samedi. Hier, des soldats libanais ont hissé le drapeau espagnol sur une colline reprise de l'État islamique en hommage aux victimes d'attaques de Barcelone. Simultanément à l'annonce de l'armée, le Hezbollah a déclaré samedi le début d'une offensive pour déloger l'État islamique du côté syrien de la frontière où le mouvement chiite combat les rebelles aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Et le porte-parole de l'armée libanaise a démenti toute coordination entre l'institution militaire et le Hezbollah ou l'armée syrienne. Les combattants du Hezbollah et l'armée syrienne ont libéré 87 km² de la zone contrôlée par Daesh dans la région du Galamon. À l'étranger toujours, cette collision, je le disais en titre, près de Singapour, 10 marines américains sont portés disparus. Un nouvel accident maritime impliquant un navire de guerre américain s'est produit lundi au large de Singapour, sans le détroit de Malacca, pour des raisons encore inconnues. Le destroyer USS John McCain est entré en collision avec un pétrolier. 10 marins sont donc portés disparus et 5 ont été blessés. Les opérations de recherche sont en cours en coordination avec les autorités locales. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Place maintenant au focus à l'Adré, bonjour. Bonjour Asma. On va parler du conducteur de la camionnette blanche qui a fauché jeudi en Espagne des dizaines de passants sur les Ramblas
à Barcelone en tuant 13 personnes. Il a été donc identifié. En tout cas, à l'instant même où on ne nomme pas le fugitif, mais les responsables de l'intérieur de Catalogne, Joaquim Forn, a déclaré sur Catalonia Radio, tout porte à croire que Younes Abdou Yacoub était au volant de la camionnette. Ce Marocain de 22 ans, dont la photo a été diffusée, est recherché dans tout le pays au-delà des frontières espagnoles sans que la police puisse dire donc s'il est encore en vie. Quelques heures après l'attaque de Barcelone, une autre voiture avait à son tour fauché des badauds dans la station balnéaire de Cambrils, au sud de la capitale catalane. L'un des 5 occupants de l'Audi muni de fausses ceintures explosives, d'une hache et de couteaux avait ensuite été donc poignardé à mort une femme. Tous les 5 ont été abattus par la police espagnole. Les enquêteurs estiment alors que cette explosion a poussé à la cellule donc agir précipitamment avec des véhicules pour tuer à Barcelone puis donc à Cambrils. 4 suspects étaient en garde à vue aujourd'hui. Sur les 5 tués à Cambrils, 3 de nationalité marocaine ont été identifiés. 3 autres suspects ont été identifiés également, dont Younes Abdou Yacoub et 2 hommes qui pourraient avoir péri dans l'explosion d'Alcanar. Plusieurs membres de la cellule, dont un imam donc dénommé Abdelbaki Assati, vivaient à Ripoll, petite ville au pied des Pyrénées, au nord de Barcelone. Et parlez-nous de cette éclipse aux États-Unis. Cette éclipse donc où les États-Unis se préparent ce lundi aujourd'hui, même pendant 1h30, 14 des États-Unis, 14 des 50 États des États-Unis successivement donc plongés dans l'obscurité en pleine matinée à cause d'une éclipse solaire. Ce sera donc aujourd'hui à 15h. L'ombre de la Lune doit traverser le pays de l'ouest en est, depuis la côte pacifique jusqu'à la côte atlantique, du jamais vu depuis maintenant un siècle, pour être précis, 99 ans. 12 millions d'Américains sont concernés par ce qu'on appelle la grande éclipse américaine sur une bande de seulement 12 km de large, mais c'est l'ensemble du pays des États-Unis qui est mobilisé. L'éclipse donc totale du soleil est très attendue par les touristes et les amateurs, donc, mais aussi par les scientifiques. De nombreuses expériences sont en préparation. Les chasseurs d'éclipses et les amateurs seront bien sûr aussi de la partie. L'éclipse de ce 21 août pourrait aussi donc faire tomber des records de précédents rassemblements pour l'éclipse solaire de 1999 sur les États-Unis et en partie de l'Europe et également en Asie, de 2009 en Chine et au Japon, et deviendrait donc ainsi l'éclipse solaire la plus vue de l'histoire de l'humanité. Merci Ali Abdoulaye, merci à vous qui nous suivez et bon après-midi à toutes et à tous.